Bonjour, Antelme Vido. Vous êtes l'auteur du livre sur le cinéma contemporain ukrainien qui s'appelle Ciné-Ukraine, Histoire d'indépendance. Et vous êtes un grand spécialiste du cinéma ukrainien. Alors, on va parler du cinéma après 2022 et la guerre totale. Qu'est-ce qui a changé pour les cinéastes dès le moment où le pays était en guerre? Alors, depuis le 24 février 2022, pour tous les cinéastes ukrainiens et tous les professionnels du cinéma ukrainien en général, la même question s'est posée que pour tout le monde en Ukraine, à savoir est-ce qu'il faut rester, est-ce qu'il faut partir, est-ce qu'il faut prendre les armes? Et toutes ces questions et ces réponses, dans toute leur diversité, euh, se sont retrouvées dans le cinéma ukrainien. Donc vous avez des gens dans le cinéma ukrainien qui ont pris les armes pour se battre. Et il y en Euh, a qui sont morts aussi. Certains ont été blessés, d'autres ont été tués, absolument. Euh, je pense par exemple à Victor Onisko, qui était un monteur très important du cinéma ukrainien et qui a été tué sur le front du Donbass fin 2022. Euh, Certains ont complètement abandonné le cinéma pour défendre l'Ukraine. Donc Oleg Sentsov qui était déjà une figure très importante avant 2022, puisqu'il avait été fait prisonnier politique en Crimée en 2014, alors qu'il participait au mouvement de l'Euromaïdan en Crimée. Il est originaire de Crimée. Et il avait été fait prisonnier pendant plus de 5 ans et avait même fait une grève de la faim. Donc c'était vraiment une figure de la résistance à la Russie. Et il a été un des premiers à prendre les armes au moment de l'invasion. Il y a aussi plus récemment une actrice qui s'appelle Rita Burkowska, qui avait joué notamment dans Butterfly Vision et qui a décidé d'abandonner sa carrière d'artiste, de la mettre en suspension, en pause et de prendre les armes pour aller se battre sur le front. Après, vous avez aussi d'autres cas de figure, des cinéastes qui décident d'aller documenter ce qui se passe sur le front. Je pense par exemple au collectif Babylone 13, un collectif de documentaristes apparu au moment de la révolution de Maïdan, d'où le 13, donc pour 2013, et qui a beaucoup filmé ce qui s'était passé au moment de la révolution, puis au moment de l'annexion de la Crimée, de la guerre du Donbass, et qui évidemment n'est pas en reste depuis 2022, et montre à travers des films souvent courts, mais très percutants, la réalité de la guerre sur le front et dans la société ukrainienne. Euh, donc voilà, il y a vraiment tous les cas de figure. Il y a des gens, des cinéastes, des professionnels du cinéma ukrainien qui considèrent que le cinéma est futile, il faut se battre concrètement sur le terrain pour résister. D'autres considèrent qu'au contraire que le cinéma est une arme comme les autres et qu'elle aide l'Ukraine dans son combat. Donc vous avez vraiment tous les cas de figure, vraiment, et le cinéma n'est pas une bulle du Non. tout dans Et la, il y dans a la société clairement ukrainienne. beaucoup moins de moyens pour faire des films, par exemple, de fiction. Donc, je suppose que la plupart des cinéastes qui travaillent encore font du documentaire. Beaucoup, beaucoup. Le documentaire est central euh, dans le cinéma ukrainien. Effectivement, comme vous le dites, il y a eu un coup d'arrêt très net dans la production. L'État, dans un premier temps, avait réorienté tout ce qui allait dans le financement du cinéma ukrainien dans l'économie de guerre. Donc évidemment, ça a impacté en premier lieu le cinéma de fiction, qui coûte beaucoup plus cher. Ceci dit, l'industrie n'est pas complètement à l'arrêt, même loin de là, on peut dire, même s'il elle n'atteint pas les niveaux de pré-2022, voire pré-Covid, parce qu'il y a eu le Covid aussi entre-temps. Euh, L'État a recommencé dernièrement à financer un petit peu le cinéma ukrainien. Il y a une production privée aussi. Il y a des fonds de soutien européens qui existent en solidarité avec l'Ukraine pour continuer à financer le cinéma ukrainien. Donc, il y a quand même des films qui sont sortis depuis 2022. Et Euh, est-ce qu'on peut dire qu'il y a l'invention d'un nouveau langage documentaire de guerre, de comment filmer la guerre?
quand on s'engage à la filmer plutôt que de se battre. Alors, oui, absolument, on peut dire que que s'invente un nouveau type de cinéma qui est un cinéma d'urgence, cinéma de guerre. Je pense par exemple au film de Mstislav Tchernov, qui a reçu avec 20 jours à Mariupol le premier Oscar de l'histoire du cinéma ukrainien. Et qui, donc c'était un film très très fort sur le siège de Mariupol qu'il a filmé depuis l'intérieur euh, au printemps 2022. Il a signé dernièrement un film qui s'appelle À 2000 mètres d'Andriivka, qui filme aussi de manière très rapprochée les combats sur la ligne de front du Donbass. Donc c'est vraiment un cinéma, on pourrait dire presque un cinéma guérilla. Presque Euh, unique parce que je ne vois pas d'autres pays qui ont pu aborder le Presque cinéma unique, ouais. de cette manière pendant une période de guerre. Presque unique. Alors j'imagine que au Proche-Orient, il y a eu des films aussi en Syrie, peut-être en Palestine, qui peuvent se rapprocher de ce langage-là, mais effectivement, euh, dans le cinéma ukrainien, la guerre occupe une place centrale. Euh, et le documentaire de guerre, comme d'habitude à l'avant-garde, il y a aussi eu des films de fiction sur la guerre, ou alors sur la guerre comme toile de fond. Je pense par exemple à un film qui a fait pas mal de polémiques qui s'appelle Boutcha, un film plutôt commercial euh, sur la tragédie de Boutcha. Se pose bien sûr la question de savoir est-ce qu'on a le droit de représenter par la fiction ce qui est en train de se dérouler en ce moment, à savoir les crimes de guerre qui se produisent sous occupation russe, parce que bien entendu, à l'heure même où on parle, ces crimes de guerre continuent à, à se produire. Donc c'est aussi des questions morales qui se posent dans le cinéma ukrainien. Euh, Est-ce qu'il y a voilà. Mais aussi une nouvelle définition de l'identité ukrainienne? Est-ce qu'elle est devenue différente, cette définition? Par exemple, l'usage de la langue russe. oui. Alors, c'était déjà une question qui était très souvent posée avant Maïdan. Il y avait eu toute une réflexion sur le rapport au cinéma russe d'abord, puisque beaucoup de films russes étaient interdits. À partir de 2016, tous les films russes qui étaient considérés comme de la propagande russe étaient interdits sur les écrans. Ensuite, il y a eu des lois qui ont été adoptées qui ont fait du cinéma ukrainien un cinéma ukrainophone où la langue tatar de Crimée était également considérée comme une langue autochtone, donc avait un statut égal à l'ukrainien, mais en tout cas le russe était exclu de, on va dire, des langues nationales dans le cinéma ukrainien. Donc c'était déjà quelque chose qui existait, avec pas mal d'ailleurs parfois de la résistance chez les cinéastes ukrainiens, qui considéraient qu'il fallait montrer, pour certains, pas pour tous, mais pour certains, l'Ukraine telle qu'elle était, à savoir multilingue. Voilà. Depuis 2022, la société ukrainienne en elle-même euh, s'est largement ukrainisée linguistiquement. Donc ce débat existe moins. Et le cinéma ukrainien est devenu, pour la fiction en tout cas, très très largement ukrainophone, voire exclusivement ukrainophone. Dans le documentaire, il y a encore un espace pour Vraiment, le russe, oui. puisque évidemment, une partie de la population continue à parler russe alors que elle est évidemment, ça ne signifie pas qu'elle est pro-russe, ça n'a jamais été d'ailleurs équivalent, Mais c'est peut-être aussi des russophone et pro-russe. personnes plus âgées pour qui c'est difficile de changer de Voilà, langue. surtout pour les générations effectivement d'avant, les générations qui ont connu l'Union soviétique, pour qui c'est difficile de passer, de changer complètement de langue. Donc oui, on peut dire que que l'invasion a accentué une tendance qui était déjà à l'œuvre, savoir d'une recherche d'une identité propre distincte de la Russie, qui interroge son passé soviétique, parce que, évidemment, il y a eu des grandes choses produites, des grandes œuvres produites en Ukraine à l'époque soviétique. Donc c'est aussi un questionnement qui se pose. Comment on perçoit ces œuvres-là? Est-ce qu'on se les réapproprie? Ou alors est-ce qu'on les interdit? C'est un débat d'ailleurs qui a ressurgi récemment
à propos d'un film de Yuri Ilyenko, donc un grand cinéaste ukrainien de l'époque soviétique, et qui avait fait un film au début des années 2000, donc au moment où l'Ukraine était déjà indépendante, bien sûr, qui s'appelle Une prière pour l'Hetman Mazepa. Yuri Ilyenko est un cinéaste absolument euh, pro-ukrainien, qu'il a toujours été, même à l'époque soviétique. Il s'est fait censurer pour son nationalisme. Mais ce film-là a créé beaucoup de débats parce qu'il a été projeté récemment dans le cadre d'un festival, la Semaine de la critique, et un des rôles principaux est interprété par un acteur russe euh, qui, depuis l'invasion, est devenu complètement pro-Poutine, pro-russe, et donc certains ont réussi à obtenir l'interdiction du film pour cette raison-là. Ah, d'accord. Alors que le film lui-même, en lui-même, est absolument Anti, Mazepa étant une figure importante de l'histoire nationale d'Ukraine, le film à l'époque avait été interdit en Russie. Donc c'est un débat très voilà assez brûlant sur une forme de cancel culture de tout ce qui est lié de près ou de loin à, la Russie, à l'Union soviétique devrait ou non être annulé. C'est quelque chose qui est compréhensible, je pense, en temps de guerre quand, quand le pays est bombardé tous les jours et le projet russe est clairement l'effacement de l'identité ukrainienne. Donc on peut comprendre ces excès-là, mais c'est des débats qui existent voilà, dans la société ukrainienne, ce qui montre aussi la vivacité de la société civile. Euh, voilà, ce sont des débats. et une dernière question, c'est aussi quels sont les éléments de propagande, conscients ou inconscients, dans ce cinéma, ou est-ce que c'est un cinéma qui a plutôt une certaine distance par rapport à l'État? C'est une bonne question. Moi-même, ne vivant plus en Ukraine depuis 2020, j'aurais peut-être du mal à vous répondre de manière satisfaisante sur cette question. En tout cas, moi, de ce que je constate, pardon, depuis l'extérieur, c'est que dans les films que je vois, qui sont donc plutôt des films d'auteur, hein, pas trop- j'ai pas vu, j'ai pas forcément accès à la production commerciale. Il y a, on est très loin de la propagande, au contraire, je trouve. On est vraiment dans un cinéma qui à la fois s'interroge sur son identité ou qui affirme une identité parfois, mais jamais de manière euh, propagandiste, de manière plutôt personnelle, je pense. Donc c'est vraiment des propositions d'auteurs, des regards qui n'appartiennent qu'à eux. Et moi, je vois pas de propagande. Je vois pas de propagande dans le cinéma ukrainien actuel. Alors peut-être qu'il y a des films commerciaux, effectivement, notamment sur la guerre, qui sont euh, qui sont dans une espèce de contre-offensive informationnelle par rapport à ce que fait la Russie. Euh, Avant 2022, il y avait toute une tendance du cinéma commercial ukrainien qu'on appelait le cinéma patriotique. Il y avait même un fonds spécifique qui était dédié à ce cinéma-là. Donc je pense que cette tendance existe toujours, évidemment, et c'est bien naturel. Mais en tout cas, dans le cinéma qui m'intéresse plus, honnêtement, donc le cinéma d'auteur, il n'y a absolument pas il y a absolument pas cette tendance-là. Euh, Ma réponse serait plutôt non. Il y a toujours une sorte de défiance, de méfiance euh, dans une grande partie du milieu du cinéma ukrainien par rapport à l'État. Euh, les politiques culturelles de Zelensky depuis 2019, donc même avant la guerre, avant l'invasion, à grande échelle, était déjà fortement remise en question, notamment son tropisme pro-série télé, voilà, qui s'explique aussi par son histoire personnelle, bien sûr, mais en tout cas, ce questionnement et cette méfiance vis-à-vis de la politique culturelle euh, de Zelensky en particulier et de son gouvernement existe toujours. Il y a souvent eu
voilà, des lettres ouvertes, des manifestations contre certaines décisions politiques, notamment vis-à-vis du centre Dovzhenko, dont j'ai déjà parlé, qui était menacé de fermeture, euh, vis-à-vis du manque de transparence aussi dans le financement de certains films. Donc on peut pas dire du tout que le cinéma ukrainien soit inféodé à l'État.